qu'un jour, je me suis permis de faire une mission contre Kagame. Moi, je ne savais pas. On avait occupé notre territoire. Et le général, l'état-major général a fait un communiqué. J'ai essayé d'exploiter. J'ai demandé à un journaliste de m'interroger. On m'a interrogé. J'ai fait l'émission. C'est passé. L'émission est passée à 21h, 22h. Le soir, le ministre m'appelle pour me dire qu'il ne faut plus donc rediffuser ça. À l'époque, on était encore en bon terme avec le Rwanda. Oui, on était encore en bon terme avec Kagame. On n'a pas rediffusé. 2 jours après, Kagame est venu à Kinshasa. Moi, il ne savait pas. WMM, le wax de Maman Moseka. Ndeko nangai, kubwaka mbongo te. Soki sengi yo mbongo na WhatsApp, na Facebook, tope na ba SMS, na kombo ya Mama Olive Lembe Kabila, eza lokuta. Wana eza ba œuvre ya ba escroc. Ata ozui appel na téléphone, que il faut otinda mbongo, po na ONG Initiative Plus, azali ko engager bato, to po na Mama Olive Lembe, asunga yo, kondimate. Wana ezali escroquerie. Tozala prudent, kubwaka mbongo te. Keba na miyibi, na ba escroc. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. C'est un panafricaniste engagé pour la cause du Congo que nous recevons aujourd'hui. Son discours contre la balkanisation, ses sorties contre notamment le Rwanda n'ont pas été sans conséquences dans sa vie. Et en dépit des menaces, des intimidations, Freddy Moulumba Kabouaya, parce que c'est bien, c'est de lui qu'il s'agit, tient. Politologue, journaliste, ancien DG à la RTNC, aujourd'hui en politique, il veut apporter sa donne. Quand il parlait de la balkanisation dans ce pays, beaucoup pensaient que c'était un leurre, que c'était une légende qu'il inventait. Il nous a laissé ces discours tout le temps qu'il était à la RTNC. bienvenue grand frère. Je préfère vous appeler grand frère parce que j'ai beaucoup de respect pour votre personne. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup, cher ami. On est content que vous soyez là. Ouais. Vous êtes l'un de ces rares qui, pendant des années, ont tenu à éveiller les Congolais. Tout le temps que vous étiez à la RTNC, c'était bon pour vous, mais pour nous qui sommes restés dans cette lutte contre la balkanisation, on estimait que votre emploi du temps devenait chargé et du coup, vous deveniez trop rare à nous parler, à éveiller les consciences des uns et des autres. Je ne pense pas comme ça parce que quand j'étais à la RTNC, j'ai fait appel à beaucoup d'intellectuels. Ouais. Beaucoup d'intellectuels qui venaient s'exprimer. Donc, je parlais aussi de la balkanisation parce que j'étais à la RTNC, on en a fait avec toi. Oui, évidemment, une émission à l'époque, mais nous on aimait les forums que vous organisiez, les conférences. Ah oui, il faut dire que ça demandait beaucoup d'argent, je peux vous dire que ça m'a ruiné. Toutes les conférences, c'est moi qui les supportais. Ça me coûtait $2000 par conférence. La salle, la communication. Tout ça pour la cause du Congo. Donc j'ai sacrifié tout mon revenu, tous mes revenus pour ce combat-là, mais fait partie de la vie. Hein. Pour à un moment donné faire le sacrifice pour les autres. Sinon, il n'y aura jamais changement.
Ces combats que vous avez portés pendant des années, vous les portez toujours avec un peu de recul ou l'évolution du temps. Vous dites que vous aviez vu juste. Vous étiez en avance par rapport à d'autres. Vous savez, c'est ce qui est difficile à expliquer. C'est arrivé, je le faisais par curiosité intellectuelle. Je me posais des questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Il faut aussi dire que quand on voyage, on a d'autres informations. Oui. Ce qui réveille un peu la conscience. Il faut prendre des risques. Je ne le faisais pas parce qu'il y avait besoin d'un poste politique. Je ne le faisais pas parce qu'il y avait besoin de l'argent. Je le faisais parce qu'il fallait informer notre peuple. Comme ça, pour moi, je ne pensais pas qu'on pouvait me tuer. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt derrière ce que je faisais. Donc c'était seulement l'envie d'éclairer notre peuple, d'éduquer. Et surtout, vous savez, j'ai fait des Sciences Po. Ce sont des sciences qui donnent beaucoup plus à la personne la capacité de se remettre. À l'époque, beaucoup pensaient que c'était une légende que vous inventiez. Oui, où vos interlocuteurs se rendaient compte de la menace qui planait sur le pays. Non, je pense que c'était par hasard. Ouais. Quand j'étais au potentiel, il y a eu Cohen, qui a fait Herman Cohen. Herman, oui. Il est connu dans les milieux congolais. C'est un Américain. Il avait écrit. Non. On avait publié un article sur lui dans Jeune Afrique. On disait que Cohen a fait une note. Il a déposé à Obama, donc en 2008, avant qu'Obama entre à la Maison Blanche, proposant des solutions à la crise à l'Est. Dès qu'on a lu les documents, on a titré au potentiel l'Organisation du Congo, le plan Cohen. Ça a commencé comme ça. Le plan Cohen. C'est par curiosité tout simplement. Et dès que c'est sorti, on a vu les réactions. Et là, on a senti maintenant, on a compris l'essence de la guerre. Et ça nous a permis, avec d'autres intellectuels, on a commencé à faire de conférences. On a commencé les premières conférences en 2009. En 2009, je pense, vers le mois d'octobre 2009. On a commencé à faire des conférences à Fatima. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à payer avec mon salaire. Après, Modeste Moutinga avait autorisé aussi que je prenne l'agent du potentiel, ça aussi utilisé. Je le faisais aussi. Avec le temps, mais ça devenait difficile pour que les journaux prennent tout en charge. Donc, c'était presque mes revenus qui me permettaient de supporter toutes ces conférences. Voilà comment. Quand on aime son pays, on peut le faire sans rien attendre en retour. Exact. C'est comme ça que pour le moment, j'ai décidé, j'ai dit non. On a fait tout le temps, depuis 2009. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près combien? 2009, on est autour de 14 ans, 15 ans pratiquement. Ouais. On a l'impression que les hommes politiques congolais n'ont pas compris. Ils ne savent pas où est-ce que nous partons. Je dis, mais comme ils ne comprennent pas, nous qui maîtrisons le dossier, on entre en politique. Voilà ce qui m'a motivé d'adhérer à un parti politique. Vous êtes membre du regroupement au parti politique RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Oui, comme ça, j'ai décidé d'y entrer parce que moi, avec Mutombo, Sylvain, on a presque le même caractère. On aime beaucoup la liberté. Voilà pourquoi j'ai adhéré au RDT. On va parler de votre engagement politique. Ouais. Mais d'abord, ce que les politiques ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas sur ces dangers qui guettent le pays? Aujourd'hui, où nous avons cette agression rwandaise qui revient, la ville de Goma est sous menace. Nous avons appris hier que les avions de chasse, les avions de guerre de l'armée congolaise ont tenté de pilonner quelques positions du M23. À Kisangani, des communautés s'affrontent. Il y a beaucoup de choses. Mais dites-nous, qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Parce que vous vous en prenez très souvent à l'élite congolaise. Oui, je pense qu'ici, il faut, quand il y a des situations difficiles, il faut faire appel à l'histoire. Pour comprendre comment l'élite congolaise, mais la classe politique, a été socialisée, a été formée. Nous avons une classe politique qui a été formée pour servir, pas pour être des leaders.
Ça, c'est lié à la colonisation belge. On avait besoin des capitales. On n'avait pas de gens, de leaders qui peuvent gérer l'État. Maintenant, ce sont les conséquences. Mais aussi, pendant la période de la FDEL, je pense que quand la guerre est arrivée, c'était Kagame et Museveni qui étaient les patrons. Et beaucoup d'élites qui ont accédé au pouvoir. Oui. C'était grâce, je dirais, à Kagame, parce que Kagame contrôlait avec Museveni. Mouzé Kabila a fait la rupture avec cette manière de recruter. Je pense que, compte tenu de la situation qui était difficile, les gens qui étaient recrutés sont restés quand Mouzé est parti. Ils sont revenus en quelque sorte, quand Mouzé a été assassiné. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en politique. Donc nous avons une classe politique qui a été formatée ou bien formée grâce à Kagame. Parce qu'il faut dire aux gens clairement, pour être ministre dans ces pays, depuis San City, on connaît, il fallait être d'accord avec Kagame, sinon tu ne peux pas rester à Kinshasa. Mais, ah bon? Oui. Des ministres congolais? Oui. Pour l'être, il fallait l'avis de Kagame. Je peux te donner un exemple. Allez-y. Poser la question au professeur Ntumbalaba. Un jour, James Kabarebe lui pose la question. Il était au CIRGEL comme secrétaire exécutif. Est-ce que président, pardon, professeur, est-ce qu'on ne peut pas être nommé ministre? Et le professeur Ntumbalaba lui dit non, moi j'ai déjà été ministre, je ne vois pas l'importance de devenir encore ministre. Ça, c'est le prof de Moulambo qui l'a dit. Il faut vérifier. Donc, quelquefois, on s'étonne de voir l'ascendance que Kagame avait sur le Congo. Ça pose un problème très sérieux. Donc, ne voyez pas Kagame. Il faut voir les multinationales. Il faut voir les anciennes puissances coloniales qui utilisent Kagame comme négrier. Et Museveni. Donc, cette situation que nous connaissons. Quand vous dites l'ascendance qu'il avait, vous conjuguez ça au passé, ça veut dire qu'il pour le moment, il y a une grande rupture. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme information qui circule, il y a plus de 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Je pense qu'en Occident, il y a une certaine conscience qui commence à émerger. On dit, on ne doit pas continuer avec ça. Nous faisons quoi? Il faut arrêter Kagame. Et surtout que il est arrivé à la fin parce qu'on avait besoin de lui à cause de la lutte contre le terrorisme. Donc, c'est comme ça, après le départ de Mobutu, on a pris Kagame Museveni. On leur a confié une mission d'être les gendarmes de l'Afrique des Grands Lacs. C'était la mission qu'on avait confiée pour lutter contre le terrorisme. Mais cette mission est arrivée à la fin. On ne voit plus encore l'importance. Maintenant, il y a une nouvelle mission qui apparaît pour les Américains. L'importance, ou bien on peut parler d'un paradigme. C'est la compétition entre grandes puissances. Aujourd'hui, l'Amérique est en compétition avec la Chine et la Russie. Okay. Donc, on n'a pas besoin de Kagame, on a besoin du Congo. Vous voulez dire que l'Amérique a lâché Paul Kagame? Si, il est vers la fin de son règne. Il faut nous le prouver. Je te prouve, je te dis que nous sommes dans un nouveau paradigme. Il y avait le premier paradigme, c'était le paradigme de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que Museveni et Kagame ont eu la mission d'être des patrons, des gendarmes de l'Afrique des Grands Lacs. Auparavant, quand la guerre avait éclaté, les Américains, les Européens passaient par Kinshasa pour sortir par soit Ouganda, soit Kigali. Maintenant, c'est l'inverse. On fait comment? Ça a commencé en 2012. Pour la toute première fois, quand la femme, Madame Hillary Clinton est venue ici. Oui. Il est parti à Goma. Kagame était obligé de se déplacer à Goma pour rencontrer le président Kabila. Donc, il y avait déjà un changement dans la politique étrangère américaine. Okay. Ils ont toutes les informations. Maintenant, on ne voit pas l'utilité. Parce que quand on met carte sur table, on compare les Congo. 120 millions de Congolais, de population, d'habitants. Le Rwanda n'a que 12 millions à peu près. On fait un choix.
Le Congo, c'est un marché. En dehors d'être des marchés, il est au cœur de l'Afrique. C'est une puissance. Il a les instruments de puissance. Vous avez la population, vous avez la géographie, vous avez les ressources naturelles, mais les richesses. Kagame n'a rien à donner. Voilà un peu là où les Américains ont changé. Quand on dit changer, on ne peut pas changer en un jour. Ça prend du temps. Tu vois? Donc pour le moment, on n'a pas besoin de lui. Et quand il part, auparavant, il partait du temps de Clinton. Il était reçu à la Maison Blanche comme un dieu. Partout où vous passez, on parlait de Kagame. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne les reçoit plus à la Maison Blanche. Il devient maintenant une charge. Ça devient un poids. Évidemment, avec Biden, ils ne se sont pas encore rencontrés. Par contre, Paris lui déroule le tapis rouge. Oui, c'est là, la France a été toujours du mauvais côté de l'histoire. Il faut rappeler ici ce qui s'est passé avec Abiyarimana. Quand Abiyarimana était déjà abandonné, la France est partie protéger Abiyarimana. Vous ne savez pas que le monde a basculé. La France est partie avec Abiyarimana vers la fin. Voilà, Macron, aujourd'hui, il fait la même chose que François Mitterrand avait fait. Il est parti soutenir Kagame. C'est vers la fin. Parce que actuellement, durant Abiyarimana, le Français pensait que les Rwandais c'était leur plate-bande. Ils ne pouvaient pas accepter que les Américains les bousculent, les chassent du Rwanda. Mais comme l'Amérique était très forte, on nous a chassés. Avec la guerre qui est arrivée et puis l'accès au pouvoir de Kagame qui venait de l'Ouganda. Aujourd'hui, Macron, qui est proche des milieux financiers, économiques, bien des globalistes, beaucoup plus anglo-saxons, a fait les choix de Kagame. Oui. Ce n'est pas Macron seul, vous avez le président Sarkozy. François Mitterrand n'était pas d'accord, tout comme l'autre ici, Jacques Chirac, Hollande. Dès que le président Sarkozy est arrivé au pouvoir, on a changé la politique française. C'était l'influence des anglo-saxons. C'est comme ça qu'ils ont fait les choix du Rwanda. Ils ont fait les choix du Rwanda, pourquoi? C'est parce que le Rwanda leur permet aujourd'hui d'avoir le contrôle sur certains pays où il y a leurs intérêts économiques. Le Rwanda sous-traite la France à Mozambique, ou comment on appelle cette compagnie Total. Oui, avec du puits pétrolier là-bas. Pétrolier, il y a des gaz. Donc, ce sont des militaires rwandais qui sont en train de protéger les intérêts français. Et la France fait pression au niveau de l'Union européenne. On avait donné à Kagame 20 millions, ça fait beaucoup de bruit. Donc, actuellement, ce que j'ai dit, la France est du mauvais côté de l'histoire. Parce que les Américains ont abandonné Kagame. Auparavant, Kagame recevait beaucoup d'argent, on formait des gens, on donnait on a récemment coupé l'aide militaire. Les militaires. C'est parce qu'au niveau du Congrès, les gens en ont marre. Parce qu'ils se sont rendus compte. Tout ce qu'on pille au Congo, il y a des banques, il y a des assurances, des compagnies d'assurance. Vous avez des usines. Les minerais passent par le Rwanda, ça part en Chine. Or, la Chine est en compétition avec l'Amérique. Voilà pourquoi les Américains ont changé de cap. Ils ne l'ont pas fait parce qu'on a tué les Congolais, non. Oh, ok, ils n'ont pas fait ça parce qu'ils nous aiment, nous, mais non. Parce que ils ont senti ne se retrouvent pas en termes d'intérêt. Les intérêts sont menacés. Parce que la Chine a une grande partie des minéraux stratégiques. Et 70% de ces minéraux stratégiques sont raffinés en Chine. Et la Chine est tellement en avance sur les plans technologiques. Oui. Et les Américains ont peur, comme ils sont en compétition, que la Chine les domine. Que faire? Il faut maintenant contrôler tout ce qui se passe au Congo. Il y a un envoyé spécial de Biden qui est venu à Kinshasa ici, qui a rencontré la presse. C'est ça que j'ai dit, nous avons un problème dans notre presse de ne pas saisir l'information quand quelqu'un parle. Il a dit, c'est un envoyé spécial de Biden, il a dit, le Congo est le pays le plus important du monde. Donc, le monde de demain ne pourra pas, donc on peut dire un peu, la transition énergétique ne pourra pas avoir lieu si le Congo, si on n'a pas les matières du Congo.
Oui, évidemment, parce que toutes les matières stratégiques viennent d'ici, en grande partie. Mais la évidemment. question, est-ce que l'élite comprend? C'est la grande question qu'on doit se poser. Même les Américains, même les Chinois, ils ne comprennent pas. Avoir la médiocrité de cette classe politique. Donc, on peut dire qu'il n'y a que des mercenaires. Parce qu'il y avait même des classes, il y avait la classe politique. On pouvait même négocier pour avoir même des miettes. On n'a rien du tout. Ce sont les individus qui s'enrichissent. On vole toujours des millions. On peut comprendre, auparavant, on volait $1000, $2000, on vous met en prison. Ouais. Maintenant, on vole des millions, mais des millions, vous ne partez pas en prison. On est libre, on construit des châteaux. Partout. On va parler des détournements et tout ça. Mais donc, le Congo, encore une fois, se retrouve au cœur des enjeux politiques. Oui. Et hier, l'Amérique a sous-traité, ou les États-Unis ont sous-traité Paul Kagame. Mais aujourd'hui, qui vont-ils sous-traiter? Il y a quelque chose qui se passe. Oui. Dernièrement, il y a le président, non, l'ancien général qui est le patron du département d'État à la Défense. Il était passé à Djibouti. Après Djibouti, il est passé au Kenya. Après le Kenya, il est passé en Angola. Il n'est pas passé par le Congo. Ça signifie que les Américains ont une autre image de nous, ou bien ils ont d'autres projets. Parce que pour eux, il faut dire que notre élite est très faible. On n'existe presque pas. On préfère sous-traiter aujourd'hui la question entre le Kenya et l'Angola. Ça, la lecture qu'il faut faire. Maintenant, c'est aux Congolais d'être conscients. On parle du Congo sans les Congolais. Sans les Congolais, parce que les élites sont très faibles. Mais ce qui est fait pour nous, ça nous, c'est fait contre nous. Parce qu'on est faible, on ne comprend rien. Faible, c'est l'élite, notre leadership. Le leadership, il ne faut pas avoir des individus. Oui. Leadership collectif, ça signifie quoi? Vous avez un leadership au niveau des médias, la presse. Quand on vit dans un pays, il y a des grands journalistes, des grands intellectuels. Vous avez un leadership au niveau des hommes d'affaires. Vous avez des capitaines d'industrie et pas des voleurs qui volent l'argent pour s'enrichir. Vous avez le leadership au niveau de l'armée. Vous avez des grands généraux. Vous avez le leadership au niveau religieux. Vous avez des églises solides. Donc c'est ce que moi j'appelle un leadership collectif. Mais généralement... Et de toutes ces composantes, on a failli. On n'a pas des gens qui réfléchissent, qui anticipent et qui peuvent imposer le débat. Non, ce que j'ai dit, il faut faire appel à l'histoire. On a décidé, depuis 1885, depuis la conférence de Berlin, on considère que le Congo, c'est une entreprise, ce n'est pas un État. Et ce qui doit gérer, peut-être considéré comme président, doit être un gérant. Ok. Voilà pourquoi. Une marionnette. Une marionnette. Voilà pourquoi nos chefs d'État ont des difficultés et pourquoi nous sommes le seul pays où il y a beaucoup d'assassinats. Le capitalisme occidental prédateur a décidé que le Congo ne soit pas géré par des patriotes. Voilà l'essence de la guerre, qui est toujours une guerre permanente à l'Est. C'est pour dire que c'est pour nous déstabiliser. Donc maintenant, c'est aux Congolais, je dis aux Congolais, de faire un effort pour se remettre en cause. C'est là où on voit le travail des intellectuels, des gens qui pensent la société. Et malheureusement, beaucoup d'intellectuels sont marginalisés, abandonnés. L'exemple est là, on a tué l'université, là, l'Inikin. Ni laboratoire, ni bibliothèque. Des enseignants mal payés et des étudiants qu'on forme encore très mal formés. Vous voulez avoir quoi dans 20-30 ans? On aura des assassins. Exact. Des braconniers intellectuels et des bandits. C'est ça le problème. Donc il faudrait que la chance que nous avons aujourd'hui, je dis toujours, c'est parce que l'Occident est en déclin. Non, si l'Occident décline, l'Afrique et le Congo peuvent émerger. Mais ce n'est pas tellement sûr parce que la culture que nous avons une culture d'esclaves, des gens aliénés. L'Occident peut partir, demain ce sera des Chinois, ce sera des Indiens, ce sera les Libanais. Parce que notre culture, on nous a préparé à accepter une domination. On pense que notre salut viendra forcément de l'extérieur. De l'extérieur, de l'étranger, du blanc. Du blanc. C'est un héritage qu'on a, surtout au Congo. Et quand on voit un blanc, on dit non, il a raison. De quel droit? Qu'il soit américain, qu'il soit chinois. Et quel droit ils doivent décider sur notre propre sort? C'est parce qu'ils pensent que nous sommes des hommes inférieurs.
Nous sommes des hommes faibles. Ils ne peuvent pas faire ça dans des pays arabes. Parce que les Arabes, même dans le Coran, c'est interdit que quelqu'un qui n'est pas musulman vous domine. Dans le Coran, un musulman ne peut pas accepter d'être dominé par quelqu'un d'autre. Mais chez nous, on est venu avec la Bible, on a dit quand on frappe ici, dans l'autre jour. L'autre jour. Mais comment expliquer qu'un pays aussi immensément riche soit toujours à la traîne? À la traîne, on a vu le président Tshisekedi faire le tour du monde, disant qu'il fallait sortir le pays de l'autarcie, dans laquelle il se trouverait. Et on a comme l'impression que nous n'arrivons toujours pas à imposer le débat, à nous faire valoir aux yeux des autres ce que nous méritons, le respect qu'il nous faut. Non, c'est ce que j'expliquais ici. Les problèmes, il faut lire l'histoire. Il faut lire l'histoire. On a décidé à Berlin que ça, c'est une entreprise. Ce n'est pas un État. Un marché libre. Tout celui qui accède doit être un gérant et non un chef d'État. Donc le peuple congolais ne peut pas décider à qui on fait le pouvoir. C'est eux. Voilà pourquoi nous sommes toujours en crise. Comme ils ont tenté de le faire en 2018, exact. Menaçant d'arriver ici, demandant à la Cour constitutionnelle de ne pas publier les résultats. Non, ça c'était Kagame. Kagame c'était le porte-parole. Il a dit non, ne faites pas ça, je vais faire. Donc, en fait, il faut que les Congolais comprennent. Et tant qu'on n'a pas fait de sacrifices, il n'y aura pas de changement. Prenez les pays comme le Vietnam. L'Amérique a occupé. Donc d'abord c'était les Français. Ils sont partis. Après l'Amérique a occupé. Ils sont partis. Aujourd'hui, les Vietnamiens ne peuvent jamais accepter une domination étrangère. L'élite est libre. Je te prends l'exemple de l'Angola. Vous voyez un peuple qui s'est battu pour son indépendance. La guerre de l'Angola a libéré l'imaginaire des peuples angolais. Les Angolais n'aiment pas qu'on leur donne des instructions, que ce soit l'Amérique, que ce soit la Russie. Parce que c'est un peuple qui s'est battu pour la liberté. Donc, si aujourd'hui, les Congolais prennent conscience, nous devons nous organiser pour gagner la guerre à l'Est. On gagne cette guerre, on devient indépendant. On perd cette guerre, nous devenons des esclaves. Et des Rwandais, des Ougandais, du capitalisme occidental prédateur. Mais la chance qu'on pourra peut-être avoir, parce que d'ici 2050, la Chine sera la première puissance mondiale. La Chine n'a pas des ambitions de domination. Expansionniste, non? Oui, n'en ont pas ça. C'est qu'ils pourraient avoir la chance, mais il faut déjà se préparer. Au cas où la Chine prenait la tête du monde, comment savoir négocier avec tous ces gens-là? Mais la manière dont on se comporte, les Chinois, tout comme les Russes, ne viendront pas mourir à notre place. Évidemment. La grande difficulté, c'est l'élite. Est-ce que c'est ce qui se passe dans la guerre de l'Est? Là, on a appris qu'il y a des troupes de la SADC qui doivent arriver. Vous dites que personne d'autre ne se battra à notre place, n'acceptera de mourir, de verser de son sang à notre place. Nous continuons à penser que notre sécurité doit être assurée par d'autres personnes. Je pense que la difficulté ici, les hommes politiques sont toujours sous pression. Oui. Cette décision, même si donc, que ce soit SADC, IAC, il y a toujours des pressions sur les hommes politiques. Mais que font les élites? Quand tu dis élites intellectuelles, ceux qui pensent, non, ceux qui sont là pour défendre les intérêts de la population, penser pour la population, orienter la population. Que fait cette élite? Il faut être capable de critiquer. C'est que le gouvernement a fait. Il a pris des décisions. Les élites doivent être capables de critiquer et donner des orientations. On a décidé que les ASF arrivent. On n'a pas parlé. Tout le monde s'est tu. On a décidé que SADC vienne. On n'a pas parlé. Tout le monde s'est tu. Mais quand les ASF est venu, il y a eu quand même des voix qui se sont levées. Oui, mais pour dire qu'il y a des pays belliqueux au sein de l'EAC. Tu dis que ce sont des voix. Des voix individuelles. Ce ne sont pas de... Par exemple, je vais prendre l'université de Kinshasa. Prend position. Les universitaires, tous les profs des relations internationales disent non. Si le gouvernement s'entête, tout le monde dans la rue. Ça va changer. À l'université de Kinshasa, qui nous semble bien être acquise
au pouvoir, pensez-vous qu'il peut s'élever? Je ne pense pas. Il ne faut pas penser l'université qui pense être acquise au pouvoir. C'est l'erreur que nous commettons. Le travail de l'université, c'est servir la communauté. Oui. Quand le pouvoir se comporte mal, les universitaires doivent parler. Mais la majorité des professeurs qui sont là-bas, ils sont avec vous à l'Union Sacrée. Mais c'est mal, c'est indigeste qu'ils prennent position maintenant contre... Ce que j'ai dit, ce n'est pas... On n'a pas interdit les gens de parler. Le problème, c'est qu'on se fait l'autocensure parce qu'on a peur de perdre des privilèges, on a peur de mourir, on a peur d'être marginalisé. Donc, nous faisons nous-mêmes l'autocensure. Le gouvernement n'empêche pas les gens de parler. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, il faut avoir l'argumentation. C'est cet universitaire. Même si vous êtes dans un parti politique, cet universitaire, à un moment donné, vous dites non. Parce que au bout du processus, ce sera un chaos. Vous allez croiser les bras parce que vous êtes dans un parti politique. Non. Vous devez dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez ce que moi je pense. Regardez la voie à suivre. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Pas croiser les bras parce que vous êtes dans un parti politique. L'autorité morale va vous sanctionner. Non. Aujourd'hui, l'EAC est devenu un autre problème qu'il faut résoudre. Oui, vous avez parlé du cas de l'arrivée de SADC. Oui. Parce qu'il faut se rappeler l'histoire. La SADC est intervenue ici en 1998, le 2 août, quand il y a eu la rébellion du RCD contre Mosé Kabila. Mosé Kabila a fait appel à la SADC. Robert Mugabe, qui était président de Zimbabwe, a décidé d'intervenir seul contre la SADC, parce que l'Afrique du Sud n'était pas d'accord, contre son parlement et contre les Occidentaux. Donc si Mugabe n'était pas venu à Kinshasa, le Congo c'était fini, c'était la balkanisation. Heureusement qu'il était intervenu, c'est parce que Mugabe c'était révolutionnaire. Dites-moi un peu aujourd'hui dans tous ces pays de la SADC, qui est encore révolutionnaire? Il n'y a que des commerçants. Voilà les dangers de l'arrivée de la SADC à Kinshasa. Parce qu'il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti, j'espère, je pense au mois de juin. Dans ce rapport, il y a un résumé. On dit, à l'est du Congo, on a toutes les forces. Vous avez la MONUSCO, FARDC, les forces ougandaises, vous avez l'EAC. Maintenant, la SADC va venir. Les experts... On aura finalement toutes les armées du monde ici. Les experts des Nations Unies disent que c'est un échec. Malgré la présence de toutes ces troupes, on n'a pas résolu la crise du Congo. Ça signifie quoi? Il y a une alternative. Quelle alternative? Quand ils diront que maintenant la SADC est arrivée, on est fatigué. On fait comment? On balkanise les pays. C'est la solution maintenant qui va rester. C'est qu'on va mettre sur la table à travers le monde. On va dire, non, regardez, c'est une crise. A tout échoué. On a tout échoué. Maintenant, on comprend le Congo. Donc, nous sommes tombés dans un piège. Il reste nous-mêmes maintenant, notre propre armée, nous devons... Non, il ne faut pas seulement voir l'armée. Moi, j'ai dit, imaginez-vous si tous les médias congolais aujourd'hui décident, au lieu de faire des débats inutiles, des débats de caniveau, des bas niveaux, d'axer leur débat sur l'Est du Congo. Chaque jour, tous les médias. Cette donne va changer. Il faut commencer par l'opinion. L'opinion n'est même pas informée de ce qui se passe à l'Est. Les médias, oui, mais les dirigeants doivent jouer aussi leur partition. Les médias... On ne sent pas qu'eux-mêmes sont concernés ou touchés, préoccupés par... non, mais le problème, c'est que les dirigeants, ils sont sous pression du monde occidental. Ils doivent se taire. C'est comme ça avec les dirigeants. Maintenant, c'est quand l'opinion est mobilisée. Je prends un exemple. On prend 10 millions de Congolais, on met dans la rue ici. On dit, ça ne va pas là-bas, on doit libérer le Congo. Donc l'Est, l'Occident va en tenir compte. C'est ce qu'on appelle les rapports de force. Mais ce que le problème ici, c'est marcher, ou plutôt se battre, protéger son pays. Quand on dit que marcher, c'est... L'Occident a peur de l'opinion. Les jours où on verra que les Congolais sont dans la rue, des millions de Congolais sont dans la rue, la presse quitte un peu la musique, la religion.
se met en place pour servir, donc pour donner l'information, l'Occident va reculer. Je te donne un exemple. En 2004, Kunda et Mutebuzi ont pris Bukavu. Les étudiants ont quitté les Nikin jusqu'à la MONUSCO. L'Occident a demandé à Kunda et Mutebuzi de se retirer. Ce n'était pas l'armée. Donc les jours on comprendra. Il faut que les élites soient devant avec notre peuple. La presse doit accompagner. On met 10 millions de Congolais dans la rue. Cette guerre va terminer. Je pense qu'on arrivera à ça. Parce que notre peuple ne peut plus accepter notre esclavage ou bien notre colonisation. Ça va arriver. Nous sommes dans un tournant historique. Ceux qui ne comprennent pas seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Ce pays sera libre. Parce que les gens ignorent l'histoire. J'aime toujours faire référence à l'histoire. C'est important. Durant la colonisation, les gens pensaient que les Belges seraient éternellement forts. Il y a eu la guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. La Grande-Bretagne, donc l'Angleterre qui avait le contrôle du monde, a décliné. L'Amérique a émergé. Quand l'Amérique a émergé, comme puissance et la Russie, l'Amérique avait besoin de marchés que les pays colonisateurs ne voulaient pas à ce qu'ils accèdent. Et c'est comme ça que l'Amérique a soutenu tous les mouvements de libération. Donc la décolonisation a été faite grâce à l'Amérique. Mais quand la guerre froide a commencé, l'Amérique a cédé la gestion des pays, des nouveaux pays démocratiques, donc libres, sous le contrôle des anciennes puissances coloniales. Ça a bouleversé la donne. Maintenant, c'est la Russie, donc l'Union soviétique, qui a repris les flambeaux. Tous les mouvements de libération, tous les pays sont libérés après. Donc après 1945, c'est grâce à la Russie. Donc grâce à l'Union soviétique. Nous sommes presque dans les mêmes configurations. Donc, hier, des Occidentaux, Européens, Américains, avaient le contrôle sur les mines, les richesses ou bien les minerais de l'Afrique. Parce que beaucoup de pays européens, beaucoup plus, n'ont pas ça comme dans sur leur territoire. Ils préfèrent venir piller ailleurs. La Chine est trop riche. La Chine qui a beaucoup investi. La Russie, qui veut aussi revenir sur le plan international comme une puissance pour être respectée, vont soutenir tous les mouvements. Ils vont demander ce que moi je peux appeler la deuxième indépendance. Donc ce qui se joue ici, c'est un combat, une lutte pour la deuxième indépendance. Cette deuxième indépendance, c'est une indépendance économique. Et ça va arriver. C'est pour dire aux autres, aux Américains, aux autres, aux Européens, les matières premières, les richesses de l'Afrique ne vous appartiennent plus. Si vous voulez avoir accès, venez acheter. Ne venez plus prendre ça gratuitement en pensant que c'est leur plate-bande depuis 1885. Donc, on peut dire c'est la fin des aventures de Tintin au Congo. Ça prendra du temps, peut-être vers 2030, on sera dans une autre configuration géopolitique. Peut-être les Congolais avec de nouvelles élites pourront relever les défis. Sinon, ce n'est pas pour demain. Mais que pensez-vous des combattants, des militants Wazalendo qui se battent contre le M23 dans l'Est? Que pensez-vous de leur activisme? Ce sont des patriotes. Il faut faire appel aussi à l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Moïse Kabila? Quand on a assassiné Lumumba, il n'est pas dans les maquis. Il n'a pas fait les maquis au Katanga. Il a fait les maquis où? Au Kivu. À Fizi? À Fizi Baraka. Donc, il y a toute une tradition de résistance dans ces milieux-là. Les peuples du Kivu ne pourront jamais accepter une domination étrangère. Les Wazalendo s'inscrivent dans cette tradition. On ne pourra pas imposer, donc ceux qui veulent l'exploiter, ne vont pas le faire longtemps.
Donc, les Wazalendo, ce sont des patriotes. Ils veulent que les terres congolaises ne soient pas spoliées. Ils veulent pas que les terres congolaises, le Congo soit occupé. Donc c'est toute une tradition chez eux. Résistance. On doit être fier de ce qu'ils font ou dire non, c'est pas leur boulot. Il faut que l'armée s'en occupe. Très fier. Il faut. Tu vois, aujourd'hui, on quitte un peu la guerre classique, où vous avez des militaires avec des plans. On est dans la guerre hybride. Il y a de nouvelles guerres. On peut dire que c'est la guérilla qui se passe là-bas. Dans des montagnes, vous allez mettre les chars où? Il faut des gens qui connaissent très bien le terrain, qui peuvent se battre. Et puis, eux se battent pour les propres terres. Que les Rwanda et l'Ouganda, avec le multinational, on les a mis la main dessus. Kagame vous a dit qu'il a des terres au Congo, non? On a tendance à oublier. Il a dit qu'il a des terres au Congo. Voilà. De toute façon, il a dit les problèmes, ce n'est pas M23. Ouais. Kagame l'a dit. Ouais. Les problèmes, c'est qu'ils veulent récupérer les terres du Rwanda. Qui se trouveraient chez nous. Mais tout est clair. Vous faites comment? Vous laissez Kagame se permettre de prendre ces terres, même pas pour lui. Comme c'était un négrier, Kagame travaille pour les intérêts étrangers. Vous partez à Kigali, vous avez toutes les grandes banques, toutes les grandes compagnies installées là-bas. Ceux qui exploitent, donc qui achètent les comptoirs, même qui achètent les mines, les coltans, même le, comment dirais-je, l'or. Non, les industries qui travaillent, ce ne sont pas des Rwandais. Ce sont des anglo-saxons qui ont installé avec une minorité de l'élite rwandaise qui est au pouvoir avec Kagame. C'est eux. C'est qui font cette histoire-là. Quand vous partez dans les Massissi, il y a des rapports faits par de chercheurs. Massissi est grand, mais il n'y a pas de population partout. À Massissi, les militaires de Kagame, donc les hauts gradés, les Congolais Tutsi tout comme Hutu qui sont dans les Massissi, ils ont ils ont beaucoup de concessions. Et des militaires, chez nous à Kinshasa, donc à l'est du Congo, donc cette classe de prédateurs ne veut pas abandonner les terres qu'ils occupent. C'est la réalité. Quand les gens parlent Tutsi, Hutu, je dis vous êtes à côté de la plaque. Les Tutsis, les Hutus, on dit les Rwandais, les Burundais, les Congolais, ont toujours vécu ensemble. Comment aujourd'hui, on ne parle que de conflits Tutsis-Hutus? On veut tuer les Tutsis. Non, on ne tombe pas dans un piège. C'est cette division-là qui a affaibli l'Afrique. Donc, les négriers des temps modernes, l'Occident sait comment il faut passer. On passe par des petits pays pour attaquer des grands pays, les exploiter. C'est ça le système capitalisme occidental prédateur. Mais c'est à nous d'être un peu intelligents et sages. Comment éviter à ce que l'histoire se répète? Aujourd'hui, par exemple, au ministère de l'ESU, on commence à former des étudiants. Ils suivent des formations paramilitaires. Une première vague est en formation à Kisangani. C'est une bonne chose. Nous devons connaître l'art de la guerre pour être prêts à nous protéger à tout moment. C'est une bonne chose. Parce que quand tu as une formation militaire, tu deviens discipliné. Tu n'es pas éparpillé. En Europe, maintenant ils ont changé. Avant d'aller à l'université, on était obligé de passer par le service militaire. En Chine, c'est permanent. Parce que quand une élite est formée par l'armée, donc il passe par le service militaire, il devient très discipliné. Mais quand vous voyez la manière dont nous vivons là, s'il n'y a pas une discipline militaire, on ne va pas s'en sortir. Hein. On n'a plus de repères. Rien du tout. On ne respecte rien. Rien du tout. Pas de l'ordre. Vous voyez comment est-ce qu'on vit. Regardez la ville de Kinshasa. Un désordre total. Comment est-ce que des hommes normaux peuvent s'habituer à ce désordre? Et tout le monde se trouve normal. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà ce que j'ai dit. Les médias doivent jouer un grand rôle. Chercher des gens qui comprennent les dossiers, qui doivent orienter et les hommes politiques et la population. Mais quand vous passez dans vos médias dans des querelles entre politiciens, dans des querelles entre des individus, on est perdu. Moi, honnêtement, les médias congolais posent problème.
Si nous voulons que le Congo devienne une puissance, il faut changer les médias, changer l'université. On ne le fait pas, nous serons comme Haïti. Tu connais Haïti, non? Ils sont où? 200 ans d'indépendance. Et en Haïti, il y a beaucoup de docteurs. Hein. Nous aurons beaucoup de docteurs ici, mais notre population est pauvre. Hein. On dit souvent d'ailleurs, ce sont ces docteurs en ceci, en cela qui ne nous aident pas. Ouais. Notre élite qui est devenue ultra politisée. Non, il faut dire qu'il y a beaucoup de médiocres. Ce n'est pas l'État politisé. La politique, c'est pas mauvais. Il y a beaucoup de médiocres. Beaucoup de médiocres qui sont en politique. Ça signifie faire la politique, c'est quoi? Vous voyez que dans la société, il y a des problèmes. Vous, en tant que politique, vous proposez des solutions. Vous voyez, ça passe par les parlements et pour le gouvernement prendre des décisions pour résoudre la question. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Tout celui qui entre en politique, premier réflexe, c'est voler, piller, c'est construire des maisons. Donc, ce n'est pas pour ça que vous avez décidé de postuler vous-même. Vous êtes candidat à la Lukunga ici? Je suis candidat à la Lukunga dans notre parti RDT. J'ai dit, c'est bien maintenant de passer à l'action. Il faut passer à l'action. J'ai demandé à beaucoup d'intellectuels d'y entrer parce qu'on se plaint beaucoup. Quand on est en dehors du pouvoir, on dit ça ne marche pas. Il faut y entrer. Ça ne veut pas dire quand tu es en politique, tu es intellectuel, non. Parce qu'on va te juger par rapport à ce que tu vas prendre comme décision. Est-ce que ces décisions prises, est-ce que rendent notre peuple heureux? C'est la question. On ne va pas te demander, monsieur Freddy, tu as combien de diplômes, tu as écrit combien de livres? Non. Maintenant, c'est la pratique. On te jugera sur le terrain. Vous pensez que tout ce que vous avez dit avant, on ne le prenait pas parfois en compte parce que vous étiez en dehors du circuit. Il faut être là au Parlement où se font les lois pour être mieux écouté. Oui, mais il faut participer. Je pense que ça pourra avoir un grand impact. S'il y a des lois où ça demande mon expertise, je vais donner. Et quand je ne suis pas d'accord, je serai dans les médias pour expliquer au peuple que cette loi est dangereuse pour le pays et pour le peuple. C'est l'importance d'avoir certaines compétences en matière. Et d'éviter à ce que les étrangers nous influencent. Parce que la plupart des lois qui sont votées, c'est sous influence étrangère. Parce que les élites sont faibles et corruptibles. Et dès qu'ils reçoivent l'argent, ils voient un coup de fil d'un ambassadeur, ils cèdent. Donc il faudrait changer cette classe politique-là. Avoir une autre classe politique qui est capable de défendre nos intérêts. Et quand vous voyez tous ces candidats, tous ceux qui sont candidats à ces élections, vous vous dites qu'il y a encore de l'espoir ou si, il y a de l'espoir. D'abord, c'est bon parce que... Le profil des uns et des autres. Oui. J'ai comme l'impression que c'est tout le monde qui est candidat maintenant. C'est une bonne chose. Ça prouve que les gens ont appris, ont compris que pour avoir le pouvoir, il faut passer par les élections. Pour avoir la légitimité. Bon, ou pour être bien payé, avoir un peu plus d'argent. Généralement, c'est pour avoir la légitimité, il faut passer par les élections. Maintenant, ils sont nombreux. C'est bon pour la compétition. Les meilleurs gagnent. Le peuple va identifier parmi tous ces candidats ses propres élites. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit il faut que ces élections soient libres et transparentes. Est-ce que c'est déjà le cas, le processus tel qu'il se déroule? Est-ce qu'il rassure? Je peux vous rassurer. Nous allons connaître les élections les plus transparentes et libres. On a tiré les leçons de 2006, 2011, 2018. 2018. On a tout corrigé. Ceux qui pensent aller encore acheter des sièges, ceux qui pensent qu'on va les nommer, se trompent. Notre peuple va choisir ses propres élites qui seront au Parlement pour défendre les intérêts du pays et de la population. Mais le problème, il ne faudrait pas laisser les hommes politiques faire n'importe quoi. Comme il y a élection, il faudrait que chaque parti politique, que le peuple suive de plus près ces élections. Donc, avec leurs témoins, observateurs, dès qu'on termine, qu'il n'y ait pas, oh non, on va faire ça tel jour. Non, ça va se passer le même jour. Parce que tout est informatisé. Et n'oubliez pas, Denis Kadima, président de la CENI, n'est pas n'importe qui. Cet homme, c'est le meilleur
d'entre les meilleurs parmi ceux qui maîtrisent les élections. Et il a travaillé beaucoup plus avec la fondation Jimmy Carter. On dit qu'il était pourtant simple observateur, c'est-à-dire que... Ce n'est pas vrai. Demandez à Nanga. Kadima Seki. Demandez à Nanga. Moi, j'ai son livre écrit, Kadima. Vous savez, les drames, c'est quoi? Nous avons des meilleurs d'entre nous. On ne le respecte pas. Si on met un étranger, vous verrez tous ces Congolais derrière lui. L'étranger. Parce qu'il est accusé, lui, d'être inféodé au pouvoir. J'ai dit ce que j'ai dit. On peut l'accuser d'être inféodé au pouvoir ou pas. Il y a élection. Que tout le monde qui est candidat, et c'est témoin. Parce que tout est informatisé, non? Mais si déjà l'arbitre roule pour le camp adverse, il y a de quoi avoir des inquiétudes. C'est normal. Ouais. C'est normal. Ça, c'est toujours ainsi depuis très longtemps. L'opposition a toujours accusé le pouvoir d'avoir mis son chef, donc son président de la CENI, de contrôler. Donc c'est normal. Mais maintenant, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, donc il y aura tricherie. Mais c'est le moment de faire par tous les moyens pour avoir leurs témoins. Dès qu'on termine, donc après le 20, le soir, on va afficher comment on appelle ici, les procès-verbaux. Et puis après, chacun, c'est lui qui verra qu'on a triché, il va aller à la Cour constitutionnelle. Mais je doute fort. Parce que la manière dont on a fait cette fois-ci avec l'informatique, je viens de te dire, même les gens qui pensent qu'on va les nommer là, se trompent. Ah, il y a des gens qui pensent qu'ils seront nommés. Ah, ils pensent comme ça, ils se trompent. S'ils ne vont pas chercher la légitimité auprès du peuple, cette fois-ci, Kadima n'est pas politicien. Il doit peut-être protéger sa autorité internationale. Je vous dis qu'il a travaillé avec la Fondation Carter. Qu'on fasse attention. Et ce qui fait il peut surprendre. Il va surprendre pour preuve, mais d'autres opposants ils commencent à dire non, ça marche. Vous connaissez, je ne veux pas parler des gens ici. Est-ce qu'on a laissé. Ils sont tous candidats. On a validé toutes les candidats. Maintenant, ils sont contents. Mais s'ils étaient exclus, ils disent non, on va tricher. On va voir maintenant après les élections s'ils vont contester les résultats. Ce n'est pas qu'on a donné par la gauche, c'est qu'on pourrait toujours reprendre par la droite. Je ne pense pas, parce que je sais que je dis toujours, ces élections, c'est au-delà des individus. Ok. Nous les faisons mal, nous perdons le pays. C'est ça que moi je dis que notre élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Si nous, on était sérieux, je dis, on était sérieux, s'il y avait des candidats, donc des hommes politiques patriotes, normalement, on ne devrait pas faire des élections. On devrait tabler, d'abord, pour reconstruire l'État. Il n'y a pas d'État. Mais tu vois, tout le monde est pressé pour les élections. Pour quelles raisons? Pour quel objectif? C'est parce qu'il y a des Occidentaux, des multinationales, qui sont derrière eux. Faites des élections. Comme ça, il n'y a que eux qui doivent être au pouvoir. Quand ils sont au pouvoir, ok, les élections sont libres et transparentes. Quand leurs candidats ne sont pas au pouvoir, on a triché. Donc auparavant, on faisait des coups d'État. On dit non, ça ne marche pas au Congo. Allez, les militaires prennent les armes. On chasse les pouvoirs civils, les militaires s'installent. Avec l'accord de l'Occident. Mais ça devenait un peu très dérangeant. On dit maintenant, on part aux élections. Donc, les élections actuellement ont remplacé les coups d'État. On manipule les choses. Donc, si les candidats ne sont pas arrivés, disent non, on a triché. Si vous avez fait, c'est le cas qu'on a en 2018, non? Parce qu'ils pensaient que leur candidat serait président. Dès que Félix est devenu président, ils ont contesté, non? Jusqu'à aujourd'hui. Parce que leur candidat n'est pas arrivé au pouvoir. Maintenant, ils feront par tous les moyens pour que leur candidat arrive au pouvoir. Mais je pense que le peuple est préparé pour barrer la route à tous ces aventuriers. On est en train d'atterrir, Freddy Mulumba. Aujourd'hui, si on vous demandait ce qu'a été votre bilan à la tête de la RTNC, ce serait quoi? Parce que vous n'avez cessé d'incriminer notre élite qui soit n'est pas à la hauteur des enjeux ou qui ne comprend pas les enjeux. Vous avez eu une vitrine, la meilleure tribune possible pour faire éclore ces discours nationalistes de protection du pays et tout ça, de valeurs, tout ça.
Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi je suis parti? Pourquoi j'étais suspendu? Avant de parler du bilan. Mais parce qu'à côté, des agents racontaient qu'il y avait un problème de gestion. Oui, je vais vous dire la vérité. Vous savez, d'abord, avant d'être nommé président DGA, ouais. Il y avait des tractations au niveau de la dénomination. On ne voulait pas que je parte, que je sois DG. Normalement, c'était moi le patron. Kabila était mon adjoint. Kabila, en Koulou. Oui. Ouais. Et puis à son âme. Oui, il était mon adjoint. On n'est pas confondre avec le président Kabila qui... À quelques jours, on a bouleversé. Kabila est devenu DG. Moi, je suis devenu adjoint de Kabila. Nous sommes partis à l'RTNC, je n'avais aucun pouvoir. J'ai fait 1 à 2 ans, 1 an à 2 ans, sans qu'on se sépare avec Kabila. Parce qu'on était toujours en conflit. Tout ce que je faisais, il enlevait. J'ai eu à discuter avec certaines personnes. Je leur ai posé une question. Comment on nous a nommés pour qu'on défende la patrie? Pourquoi ça arrive comme ça? On m'a dit, reste dans ton bureau, fais tes histoires. Pourquoi je suis parti? Pourquoi j'étais suspendu? Il y a un homme, il y a une entreprise soi-disant sud-africaine. Cette entreprise a proposé un contrat pour la gestion de la redevance, la RTNC. Le ministre m'a appelé. Le ministre de la Mouyaya m'a appelé. Okay. Nous sommes partis avec... Kabila est mort, je suis resté seul. Je suis devenu DG AI. On m'a appelé par les ministres, nous sommes partis, on nous a présenté une entreprise qui devrait prendre la gestion de la redevance, la RTNC. J'ai dit non. C'est un contrat léonin. Je ne signe pas. J'ai dit à Mouyaya, c'est pour partir, je partirai. Tout ce que vous voyez là, on a monté les agents pour que je parte. Que cette entreprise qui devrait mettre la main sur les redevances de la RTNC signe l'accord, signe le contrat avec la RTNC. C'est ce qui s'est passé. Je pars, on me suspend. On prend un directeur qui moi-même, je voulais suspendre. Ce directeur qui s'occupait de la redevance prend ma place. Ce directeur signe des accords, donc signe le contrat. Léonin avec cette entreprise. Aujourd'hui, la RTNC n'a plus de redevances. La RTNC est en difficulté. Il n'y a plus d'argent. On a hypothéqué la redevance, la RTNC. Quand vous dites contrat léonin, vous auriez souhaité que ça suive la procédure comment, que disent les textes? D'abord, contrat léonin, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas hypothéquer la plupart des recettes, les redevances, la RTNC, pour 5 millions de dollars. Parce qu'on proposait 5 millions de dollars pour laisser cette entreprise gérer la redevance, la RTNC, et puis il devrait toucher encore un certain pourcentage. J'ai dit non. Les 5 millions devaient servir à quoi? C'était réhabiliter prévu, la tour Non, c'était prévu qu'on va acheter des matériels et tout ça. À la RTNC aujourd'hui, il n'y a rien. Ah mais récemment, on a acquis des matériels dans les cadres de la francophonie. Vous êtes des journalistes. C'est ça que j'ai dit qu'on a un problème chez nous. La RTNC, c'est un média public. Ce n'est pas pour un individu. Allez voir quels sont les matériels de la RTNC acquis grâce à ce contrat-là. Allez voir. Vous parlez de 5 millions. 5 millions. Allez maintenant. La RTNC n'a plus de redevances. Vous dites que des individus ont empoché ça. Mais quand je te parle qu'on a détourné l'argent, si on était dans un pays sérieux, nous, on a été invités, j'étais au parquet. On pensait qu'on allait sanctionner. Rien. Et parce qu'à un moment donné, l'IGF rôdait là autour de la RTNC aussi. Il y a un problème. C'est moi qui ai demandé à ce que l'IGF vienne de la RTNC. Moi, j'ai écrit au ministre Mouyaya. J'ai dit qu'il y a un désordre total après la mort de Kabila. Parce que tu vois, Kabila, je reste seul. Et cette fois-ci, avant de travailler, il faut un état des lieux. J'ai fait l'état des lieux et j'ai écrit au ministre. La lettre est là.
que l'IGF vienne nous aider à mettre de l'ordre. Je ne comprends rien. L'IGF est venu. L'IGF a fait 2 mois. Après 2 mois de l'IGF, on a fait les rapports. On m'a demandé de répondre. En 4 jours. J'ai mis mon bureau, mon staff. On a travaillé pendant 4 jours. J'ai fait un rapport répondant à l'IGF. On dépose les rapports le matin, le soir, me suspend par Mouyaï. Mais dans la lettre de suspension, rien. C'est la mauvaise gestion. Rien. Vous soupçonnez une main noire, quelque chose? Si, pour être... c'est votre activisme contre le Rwanda? Je pense que c'est ça. Et le problème, c'est quoi? Parce qu'un jour, je me suis permis de faire une mission contre Kagame. Moi, je ne savais pas. On avait occupé notre territoire. Et le général, l'état-major général a fait un communiqué. J'ai essayé d'exploiter. J'ai demandé à un journaliste de m'interroger. On m'a interrogé, j'ai fait l'émission. C'est passé. L'émission est passée à 21h, 22h. Le soir, le ministre m'appelle pour me dire qu'il ne faut plus donc rediffuser ça. À l'époque, on était encore en bon terme avec le Rwanda. Oui, on était encore en bon terme avec Kagame. On n'a pas rediffusé. 2 jours après, Kagame est venu à Kinshasa. Moi, je ne savais pas que Kagame serait à Kinshasa. Voilà le sacrilège. Vous devez comprendre. J'ai dit aux gens, la communication de notre pays n'est pas contrôlée par les Congolais. Il faudrait qu'il y ait des gens qui sont encore lucides, en parlent. Parce que quand vous ne contrôlez pas la communication, vous n'avez pas de pouvoir. Nous risquons d'être surpris. Nous sommes distraits dans des choses inutiles. On s'insulte. Mais ceux qui ont des projets sur le Congo, essaient un peu de neutraliser là où on peut avoir des ressorts, des gens qui peuvent dire non. Donc, en clair, vous avez été victime de votre activisme. Oui, je suis une victime de Kagame. Allez vérifier. Allez vérifier. Bien évidemment, à l'époque, on disait que Kagame était notre frère. La donne a peut-être changé. Maintenant, on voit le ministre Mouyaya qui amène son fameux changement de narratif. En principe, à ce moment, on aurait eu besoin de vous. À ce moment, on est ouvertement opposé à Paul Kagame. Et à boire et à manger. À boire et à manger. Laissons les temps au temps. Après l'élection, on en parlera. Vous avez des choses que vous ne souhaitez pas dire maintenant? Non, on ne peut pas tout dire. Après l'élection, on en parlera. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Je vous en prie. Revenez, les portes vous seront toujours ouvertes. Sans problème. Merci à vous pour le temps que vous avez pris à nous regarder. J'espère que vous avez aimé. Ouais, c'était pertinent, profond. Vous allez demander qu'il revienne parce que je connais votre degré d'exigence. Vous demanderez sans doute qu'il revienne. On espère que vous aurez encore un peu de temps de revenir de temps en temps parce qu'on voudrait faire de vous notre consultant maison, revenir de temps en temps, même 1 fois par mois, nous dire ce que vous pensez, éveiller la conscience de ceux qui dorment encore. On va essayer. Merci bien. Je vous en prie. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ne jouez pas avec la poudre de piment quand vous ne maîtrisez pas la direction du vent. Chaque fois que vous le pouvez, faites preuve de conscience, preuve de courage, battez-vous pour vaincre votre peur. Et quand c'est possible, reprenez de l'espoir et battez-vous. Votre pays.